Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver en fait pour cette émission qui va être dédiée au vaccin en fait. Moi je suis le docteur Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur à Marseille. Je parle pour moi et je suis porte-parole du collectif Réinfo Covid. J'ai pas de conflit d'intérêt avec les firmes vaccinales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que vous savez peut-être que Patrick Vallance, Sir Patrick Vallance, c'est un noble en Angleterre qui est le patron du conseil scientifique anglais. A pour 500 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline. Et GlaxoSmithKline, qui est une firme pharmaceutique qui fait des vaccins, et a touché entre 2012 et 2018 pour 5 millions de livres sterling de dividendes. Donc je vous laisse seul juge de savoir est-ce que vraiment il est anodin dans les choix du conseil scientifique quant à la politique vaccinale et à l'idée de la sortie de crise. Donc je vous propose d'aller chercher, de mettre au jour des choses que les journalistes d'investigation devraient faire, mais ne font pas forcément, qui est d'essayer de savoir quels sont les conflits d'intérêts justement en France, au sein du conseil scientifique, quant à la politique vaccinale autour de la Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'il y a une narration complètement univoque qui est faite pour vous expliquer depuis le départ, concaténer le fait que c'est très grave, vous êtes confinés, vous allez perdre votre boulot, c'est de recette économique, et la seule voie de sortie, c'est le vaccin. Ça, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du yes set, c'est-à-dire de la concaténation hypnotique de concepts pour vous faire accepter le dernier, et ça va pas. Parce qu'en fait, ça n'est absolument pas la seule sortie de crise. La preuve en est, c'est que ce 24 novembre, on est en train de sortir de l'épidémie de manière tout à fait spontanée et sans aucun problème. Et que si on décidait de sortir du confinement, des mesures liberticides X ou Y, en fait, il se passerait rien et la vie pourrait reprendre son cours. Sauf qu'on est rentré progressivement dans une espèce d'état d'exception. Donc on va parler du vaccin et pour ça j'ai envie de poser déjà une première idée, c'est que il faut pas être dogmatique. Il faut pas être dogmatique pour ou contre le vaccin. En fait, ça n'a aucun sens. C'est comme si vous vouliez être pour ou contre les pop-corn ou les chips. Enfin, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du contexte épidémiologique, de quel virus on parle. Est-ce que c'est un virus à ARN, à ADN ? Quelle est l'épidémiologie ? Combien vous avez de taux de létalité, de mortalité ? Quel fardeau cela fait peser sur la société ? Quel est le niveau finalement d'expression chez les gens qui sont positifs ? Parce que finalement, vous pouvez laisser circuler un virus si l'expression clinique est très faible. Ma foi, devient un virus endémique avec lequel on vit, exactement comme l'herpès virus, par exemple. Il y a aussi la question de l'immunité naturelle et de son processus d'immunité naturelle. Bref, avoir un dogme, c'est-à-dire une religion pro-vaccin ou anti-vaccin, ça pose problème. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment raison garder et dire à la population entière, mais d'une part, ça n'est pas la seule sortie de crise, c'est un outil potentiel, une arme thérapeutique potentielle, et puis ça n'est pas une religion, en fait, c'est un outil thérapeutique comme un autre, dont il convient d'examiner quel est le protocole d'administration, qu'est-ce qui va avec, en termes de déni de démocratie ou pas, et quels sont les effets positifs, les effets négatifs, la balance bénéfice-risque finalement, et d'arriver à trancher in fine, est-ce que vraiment il faut le faire ou est-ce que ça n'est pas utile ? Mike Ryan, qui a des allures de taureau parfois quand on le voit, qui est le directeur exécutif de la section maladies infectieuses émergentes à l'OMS, qui est le même qui a conseillé d'aller chercher les gens chez eux pour les sortir de chez eux, les confiner quand ils étaient positifs. Donc, autant vous dire quelqu'un qui est très mainstream, quoi, et qui est vraiment dans l'idée un peu totalitaire que la santé devrait remplacer tous vos droits, quoi, une santé faite par d'autres gens que vous-même. Cette même personne a quand même dit il y a pire qu'un mauvais virus, ce serait un mauvais vaccin. Parce qu'effectivement, le vaccin, il concerne des gens qui vont bien, des personnes saines. Et donc, il n'est pas question de prendre le moindre risque pour des gens qui vont bien. Ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire que le curseur de la sécurité est, dans cette histoire du risque et de la sécurité doit être très largement en faveur de la sécurité, sans aucune discussion possible.
L'autre chose, donc, il faut sortir d'une dialectique stérile pro-vax, anti-vax. Ce sont des mots qui écrasent la pensée. Et donc, sortez de ça d'emblée quand les gens commencent à discuter, vous dire mais t'es anti-vax alors? Non, non, non. Voilà, on essaie de remettre de la raison, du bon sens, et de remettre à sa place en fait l'outil thérapeutique. Alors justement, cet outil thérapeutique, dans quel contexte on se place? On se place dans une situation épidémique qui finalement montre des taux de létalité, des taux de mortalité qui sont faibles. Le taux de mortalité aux alentours de 0,05%, c'est-à-dire qu'il y a 99,95% des gens qui survivent. Et le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens qui ont un test Covid, un test SARS-CoV-2 positif, elle est faible aussi, elle est à 0,5%. À Marseille, dans les séries où on traite correctement les gens et on fait ce qu'il faut, ça veut dire que vous avez 99,5% des gens qui ont un test positif qui survivent. Bon, c'est un problème. Ah oui, c'est un problème. C'est un problème parce que malgré tout, cette petite masse de gens qui sont malades et qui ont la Covid-19, ils vont aller surcharger l'hôpital public et les réanimations. Et donc là, ça fait frémir l'hôpital public. Mais la réalité, c'est que la surcharge de l'hôpital public, elle est liée à plein d'autres raisons et à plein d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec le vaccin et qui n'ont rien à voir avec le virus. Ce sont des facteurs organisationnels, des facteurs juridiques sur le droit de prescrire ou pas, des facteurs de politique sanitaire, en fait, d'utilisation ou non de la médecine de ville et des outils thérapeutiques à disposition. Donc ça, on pourra y revenir plus longuement, mais c'est l'idée que vous avez probablement une autre voie pour soulager le système hospitalier et le système des réanimations, qui est la voie d'utilisation de la médecine générale. Je crois qu'il est très important d'aller signer le manifeste pour une 4e voie de Laissons les médecins prescrire, de Violaine Guérin et de Éric Ménard. L'autre chose qu'il faut mettre en exergue en termes d'épidémiologie, c'est le fait que les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas contaminants. Sur les 7 millions d'enfants de moins de 15 ans, il y a eu 3 morts, dont 2 avaient des comorbidités majeures, et le dernier, on ne sait même pas. Alors là, vous allez me dire, mais le problème, c'est pas qu'ils soient malades, c'est qu'ils risqueraient de contaminer leur vieille grand-mère ou un adulte dans la classe. Mais c'est pas vrai non plus, en fait. Les études de cohorte, notamment l'étude de Creil, les études de la Société française de pédiatrie, montrent qu'il n'y a pas très très peu de contamination liée aux enfants, en fait. C'est juste faux, en fait. Donc, il n'y a pas de problème avec les enfants. De même, si vous prenez le cas des contamines, qui a été particulièrement étudié, où on a retracé les 178 cas contacts d'un enfant aux contamines, un cycle qui est passé par 3 écoles différentes, qui avait une fratrie de 3 frères et sœurs. Vous savez combien il a contaminé de personnes, cet enfant? 0. En revanche, les adultes peuvent passer le SARS-CoV-2 aux enfants. Mais est-ce que c'est grave, en fait? Encore une fois, diminuer le R0, diminuer la tension sur l'hôpital, c'est pas un objectif en soi. En tout cas, c'est pas un objectif de politique sanitaire, c'est un objectif pragmatique, économique, mais c'est pas un objectif en soi. Il faut vous remettre dans le contexte immunologique aussi, c'est qu'on a un virus à ARN. Les virus à ARN sont particulièrement mutables. Vous savez, pour la grippe, par exemple, qui dérive et puis parfois même bifurque au niveau génétique régulièrement. Les coronavirudés font la même chose, normalement de manière un peu moins importante que la grippe. Et là, en l'occurrence, ce coronavirus, non, là, on est déjà au 5e ou 6e variant depuis le début. Et le variant 4, qui a donné la 2e épidémie à Marseille, est relativement loin, et même très loin phylogénétiquement, c'est-à-dire en termes d'homologie de paire de base, de séquences nucléotidiques par rapport au premier variant qui avait donné l'épidémie initiale, en fait, on est très loin. Donc, ça veut dire que ce virus est exceptionnellement mutable, et donc ça rend illusoire l'idée d'utiliser une souche qui aurait eu lieu avant ou dans l'hémisphère austral pour vacciner des gens dans l'hémisphère nord. Ce qu'on fait normalement pour la grippe, vous le savez. On profite de l'alternance des saisons pour trouver les bonnes souches pour faire le vaccin. Ça nécessiterait qu'on rediscute du vaccin de la grippe. Mais voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu une illusion de vouloir vacciner, quoi. Vous allez peut-être avoir une protection très temporaire sur un tout petit morceau du truc. L'autre chose, c'est que le but de l'immunisation, c'est de créer des anticorps, de créer une immunité humorale qui défendent contre le prochain virus qui viendrait, mais ces anticorps ne sont pas forcément protecteurs.
et puis vous ne connaissez pas leur durée de vie, en fait, dans votre système immunitaire, la mémoire immunitaire, combien de temps elle va durer. Si elle dure 3 mois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre un vaccin dans les fesses tous les 3 mois. C'est du délire. Donc, on n'a aucun recul là-dessus. On ne sait pas, simplement pas. Ça ne veut pas dire que ça peut pas marcher, hein. Ça veut dire, là, pour le moment, on est au stade du cobaye. L'autre chose, c'est qu'il y a certains anticorps qui sont créés par l'immunisation vaccinale qui ne sont pas protecteurs, mais qui seront au contraire facilitateurs. Et ça, on l'a vécu avec la dengue, notamment aux Philippines, où Sanofi a essayé de mettre en place une solution miracle vaccinale contre la dengue, qui est une espèce de grippe tropicale, et s'est retrouvé finalement à faciliter un deuxième épisode de dengue qui est encore plus grave que le premier. C'est comme ça dans la dengue. Vous faites une première dengue qui est pas très très grave, et la deuxième, elle est très sévère, hémorragique et parfois mortelle. Et ben, c'est ce qui s'est passé avec le dengue vaxia, c'est-à-dire qu'il y a eu un court-circuit de cette première épidémie de dengue bénigne. C'est comme si tout le monde l'avait déjà fait et était prêt à faire une dengue sévère. Il y a eu des morts complètement attribuables et complètement attribuées. Il y a des procès en cours. Sanofi a été chassé des Philippines et le vaccin a été interdit. Même vaccin qui, bizarrement, par la Commission européenne du médicament, est autorisé en Europe. Heureusement, on n'a pas de dengue pour le moment, ou très peu. Enfin, c'est du délire, quoi, en termes de conflit d'intérêts auprès des grandes instances tutélaires de ces agences gouvernementales et supragouvernementales qui autorisent ou refusent ce qui est prescrit ou pas prescrit. Donc, ça, c'est l'autre chose dans la contextualisation qu'il faut faire autour de cette vaccination, c'est la contextualisation scientifique. Richard Horton, qui est le patron du Lancet, avait déjà écrit il y a plusieurs années la publication médicale est passée du côté obscur. Il le dit comme ça, quoi. C'est-à-dire que plus de 50% de ce qui est produit en termes de publication scientifique, finalement, n'est pas utilisable et ne sert probablement qu'à vendre des médicaments. Et ne vous donne aucune idée sur comment il faudrait vraiment soigner les gens ou vous rapprocherait d'un savoir réel. Ça, c'est le patron du Lancet qui le dit, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est pas un vague auteur ni rien. C'est le type qui, justement, est aux commandes de ce système et qui s'aperçoit lui-même, après 20 ans de travail au Lancet, qu'en fait, il est dans quelque chose de frelaté. C'est la même chose pour Kamran Abbasi, le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui est un très grand journal de médecine aussi, et qui dit Covid-19, politicization, corruption and suppression of science. Et là, je vous invite à aller lire cet éditorial parce qu'il est absolument édifiant, en fait, sur les conflits d'intérêts sous-jacents qui viennent de manière interstitielle pourrir vraiment la publication scientifique, la médecine et la fabrique du savoir et la fabrique du soin. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut le lire parce qu'il faut arrêter de se voiler la face ou de se cacher derrière son petit doigt. La corruption systémique dans le système de santé est quelque chose qui est absolument renseigné, absolument avéré. Ça n'est ni du complotisme, ni du isme quelconque. C'est simplement, regardons la réalité en face et faisons ce qu'il faut pour mettre un terme à ces dérives-là qui, finalement, font que les politiques deviennent les marionnettes. Les politiques et les médias deviennent les marionnettes de puissance d'argent qui sont tout à fait démesurées. Donc effectivement, on est dans une contextualisation scientifique où on a cassé notre bout de sol à dire la vérité. Et ça veut dire que vous ne saurez pas très bien si est-ce que vraiment ces vaccins sont efficaces, est-ce qu'il y a des effets secondaires et autres. Et ça correspond aussi à une contextualisation juridique et législative qui est que la législation autour de la fabrication d'un vaccin est très particulière. Effectivement, la procédure pour fabriquer un vaccin n'a rien à voir avec la procédure pour mettre en vente un médicament. Un médicament suit des phases de sécurité les unes derrière les autres, d'ailleurs d'abord préclinique puis clinique, et ensuite doit démontrer qu'il est plus efficace que d'autres stratégies, qu'il y a un service rendu qui est important. Sinon, il ne sera pas commercialisé, il n'aura pas d'autorisation de mise sur le marché. En fait, les vaccins ne suivent pas ça. On ne leur demande pas d'être mis en concurrence avec d'autres stratégies qui feraient référence dans une maladie infectieuse. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va évaluer le vaccin tout seul, sans rien d'autre, comme quelque chose qui serait isolé du reste. Or, rien n'est isolé, en fait. Il y a d'autres stratégies autour du Covid-19 pour arrêter d'une part le délire et arrêter d'autre part la maladie et enfin prémunir les hôpitaux et les réanimations d'une surcharge et d'une tension. Donc là, on a un problème législatif
qui est que le développement des vaccins ne suit pas les mêmes procédures que celles du médicament, et elles ont été encore accélérées, diminuant les procédures de sécurité par le contexte pandémique, c'est-à-dire que le contexte pandémique a fait rentrer petit à petit un régime d'exception dans le droit qui tend à se normaliser pour devenir une espèce de régime d'exception totalitaire qui remplace l'état de droit. Ça, c'est vraiment un problème, et on doit revenir à la démocratie, revenir à l'état de droit et au régime normal d'expression du droit. L'autre chose, au niveau législatif, c'est que est passée cette loi au niveau américain, puis européen, puis français, comme d'habitude, toujours dans le même ordre, qui fait que les firmes vaccinales n'ont pas à se soucier de rembourser les effets indésirables qui seraient liés aux médicaments et les poursuites judiciaires qui seraient liées aux effets indésirables du médicament. Quoi ? Ça veut dire que les gens qui développent la thérapeutique ne sont pas responsables de ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est pas normal. Au niveau éthique, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes souverain et libre et que vous avez le droit de développer un traitement, par exemple, comme une firme vaccinale, vous devez assumer les pots cassés. Vous devez en assumer les conséquences. C'est déjà Préjean et Hans Jonas dans Le Principe responsabilité. C'est un livre de philo qui est lisible pour une fois et qui a été un des best-sellers en fait de la philosophie contemporaine et qui a été dans la poche des politiques allemands, même à la plage, etc. Donc, et qui dit nous sommes responsables dans le temps, dans la durée, de ce que nous faisons, responsable vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis des autres. Et effectivement, ça veut dire que quand vous pesez le bénéfice et le risque, vous devez le peser à moyen et à long terme aussi. Et ça veut dire que les politiques comme les firmes vaccinales doivent assumer les conséquences de ce qu'ils font. Pas vous, ni moi, sur nos deniers personnels donnés au Trésor, à l'impôt. Donc c'est le contexte épidémique, le contexte de destruction de la science progressive par les conflits d'intérêts, le contexte législatif qui lui-même montre de grandes failles en fait dans les processus de développement, la contextualisation démocratique et importante et politique et sociologique au passage. C'est-à-dire qu'on développe ce vaccin et cette sortie de crise dans un contexte de peur simplement et de précipitation. Est-ce que vous avez jamais fait grand-chose dans votre vie, dans la peur et la précipitation, qui soit finalement, qui se soit révélé une bonne chose? Très probablement non. Il y a une valeur cardinale dans la philosophie aristotélicienne qui s'appelle la phronésis, c'est la prudence. La prudence, ça veut pas dire la couardise. La prudence, ça veut dire l'intelligence du courage. Ouais. Donc, ni la couardise, ni la témérité. Soyez intelligent dans le courage, c'est-à-dire ayez la sagesse contextuelle de voir que la vaccination Covid-19 qu'on vous propose là, à grand renfort de punchline marketing, vous devez bien voir les tenants et aboutissants, le contexte et les différents enjeux derrière qui ne sont à l'évidence pas que vous soyez en bonne santé. Donc il y a un contexte sociologique et démocratique qui est inquiétant, puisque de nombreuses personnes s'élèvent pour expliquer que la vaccination doit être concaténée à du droit d'exception et finalement à une sorte de régime totalitaire induisant le fait que si vous refusez la vaccination et un crédit social à la chinoise, c'est-à-dire un accès aux droits civiques, aux droits sociaux et aux différents services qui vous soient refusés si vous n'êtes pas vacciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous refusiez d'être vacciné, c'était la proposition qui a été faite au Danemark, qui a donné lieu à 9 jours de manifestations ininterrompues et qui ont fait reculer le projet de loi. Merci les Danois de veiller au grain. Vous en avez très peu entendu parler dans les médias français. Consistait à dire, mais vous pouvez être mis dans un camp de confinement parce que vous refusez la vaccination. Vous pouvez sortir de votre famille parce que vous refusez la vaccination. Vous pouvez être traité de force contre votre gré, parce que vous refusez la vaccination. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans l'arbitraire du prince, l'arbitraire du roi, face à la liberté individuelle. On est dans une tension démesurée où l'arbitraire du roi, des marchands qui sont autour de lui et du pouvoir médical qui l'entoure, rentre dans ce que Foucault avait appelé le biopouvoir, c'est-à-dire l'idée que la santé devienne un argument totalitaire. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas laisser faire. On n'a pas envie de vivre dans un monde à la chinoise. Réfléchissez à quoi vous aspirez. Est-ce que vous aspirez à ce monde-là? Je crois qu'il faut faire taire immédiatement les Jadot, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre éditorialiste sur BFM TV avec son écharpe rouge, Barbier, Christophe Barbier.
Donc, je crois que cela, il faut répondre immédiatement. Il faut rien laisser faire parce qu'on nous emmène vers quelque chose qui est extrêmement nauséabond et dont probablement vous ne voulez pas. Mais à vous de faire le compte. L'autre chose encore que on peut dire à ce propos-là, c'est vous avez entendu comme moi qu'il s'agissait de mettre de manière concomitante au vaccin soit des nanoparticules, soit des puces RFID, soit de toute manière une sorte de façon de pouvoir savoir si vous êtes vacciné ou pas, un certificat vaccinal, quand on passe son iPhone dessus, ça se met à fluorescer ou des choses comme ça. En tout cas, toutes les technologies et les brevets sont prêts. Pour le moment, on n'en a pas parlé dans les médias mainstream, mais ça va venir parce que ce serait tellement pratique. Et là, vous rentrez dans quelque chose qui est contemporain de toute cette crise, c'est l'idée que le secret professionnel et médical a volé en éclats, que votre santé est une sorte de bien public dont tout le monde doit être au courant. Là encore, je vous invite à savoir ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui a écrit sur ce sujet, qui a dressé le tableau d'un endroit où tout serait visible de tout le monde et tout le temps. Il a appelé ça le panopticon. Pan, tout, opticon, pouvoir regarder, ça a trait au fait de pouvoir voir. Donc cette transparence à l'infini, où tout serait absolument transparent, votre profil Facebook, LinkedIn, votre certificat de vaccination, votre CV, votre vie sexuelle, votre vie familiale, etc., serait au vu et au su de tout le monde. En fait, celui qui l'a écrit au départ, il s'appelle Jeremy Bentham, et c'est un penseur de l'utilitarisme avec John Stuart Mill. Et il décrit ce panopticon, devinez comme quoi? Comme la meilleure des prisons. Est-ce que vous voulez être dans la meilleure des prisons? Ça n'est pas mon cas. Donc je crois qu'il y a un problème démocratique aussi autour de ça, et la précipitation coupable avec laquelle le gouvernement se met à parler et le Parlement se met à parler de modifications constitutionnelles en vue d'une obligation vaccinale intégrale, je crois que là, il faut tout de suite aller faire quelque chose, quoi. Et vous savez que les débats parlementaires vont commencer le 26 novembre sur ce sujet. Vous pouvez les revoir voir sur le site du Parlement quels sont les ordres du jour qui sont prévus à partir du 26 novembre. Et il y a cette idée de modification constitutionnelle en vue d'une obligation vaccinale intégrale. Ça va pas. Ça va pas. Il y a vraiment du droit d'exception qui est en train de passer et qui nous emmène tout doucement à une situation de Khmer blanc, c'est-à-dire totalitaire, sur un motif technosanitariste. Et ça, il faut faire arrêter tout de suite. Il ne faut pas ni en avoir peur, ni être en colère, simplement dire non, en fait. Et non, très clairement. Donc, je nous invite collectivement à dire non. Je pense que c'est vraiment maintenant ou jamais. Et puis, mais après, ce sera même pas, voilà, c'est maintenant. Et puis après aussi, ça continue. Donc, il faut continuer à dire non et créer des conditions d'un dialogue, créer un rapport de force pour que puisse émerger un dialogue. C'est le principe de la non-violence. Donc, restez non-violent, ne cassez rien, restez calme, même si c'est effectivement effarant. De même, il ne faut pas vacciner les enfants, en fait. Les enfants n'ont rien à voir dans cette histoire. Le Covid-19 n'est pas une maladie de l'enfance. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas malades, pas vecteurs, pas transmetteurs, pas réservoirs. Donc, laissez les enfants tranquilles. Vous vous souvenez de la chanson The Wall de Pink Floyd? Hey, teacher, leave the kids alone. Donc, leave the kids alone, quoi. Pas alone, laissez-les tranquilles, quoi. Ok, il y a enfin une contextualisation technique à faire, c'est que on parle de vaccins qui sont assez novateurs pour un certain nombre d'entre eux. Vous pouvez lire un article très intéressant qui a été fait par un professeur à Paris-Saclay sur le sujet, qui s'appelle Christian Velot et qui est généticien moléculaire à l'université de Paris-Saclay, qui est aussi patron de directeur scientifique de CRIIGEN, CRIIGEN, et qui a fait un très bon article de synthèse en fait sur les technologies vaccinales en cours autour de la Covid-19. Donc vous avez 38 vaccins candidats. Autant vous dire qu'il y a une grosse pomme à croquer. C'est aussi la contextualisation économique. Il y a trop d'argent en jeu en fait autour d'une vaccination de masse comme celle-ci. Et ça avait été très bien mis en évidence par le rapport sénatorial sur H1N1, qui fait 140 pages, mais qui est clair et qui dit les firmes, il y a des liens troubles en fait entre l'OMS, entre Gavi, la Global Alliance for Vaccination, et les fonds privés des firmes vaccinales. Et en plus, il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment d'intention de mettre de la clarté dans ces conflits d'intérêts.
Et donc, ils expliquent même dans le texte du rapport sénatorial que le fonds de commerce, le meilleur argument marketing de ces firmes vaccinales, c'est la peur. Plus on augmente votre niveau de peur, plus on va augmenter le niveau d'acceptabilité d'un vaccin en population générale. Bon, ça va pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'évaluer la balance bénéfice-risque, on est en train d'essayer d'imposer de manière brutale, par des techniques de manipulation et d'ingénierie sociale, un vaccin généralisé. C'est très problématique. Donc, je vous invite à aller lire ce rapport parlementaire. Je vous invite à aller lire ce que dit Christian Velot sur le sujet. Je vous invite aussi à lire des articles plus rapides de Vincent Réliquet sur le site de l'AIMSIB, AIMSIB, c'est l'Association internationale d'une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Donc, des gens qui ont plutôt des bonnes intentions et qui réfléchissent fortement et de manière très humaniste sur le devenir de la médecine et ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui. Voilà pour la contextualisation. Ensuite, si on doit rentrer un peu plus dans le champ technique, et puis celui de l'efficacité et des effets indésirables. Donc celui de la technique, je vous l'ai dit, il y a 38 vaccins en cours, et là-dedans, il y a 3 types, ceux qui utiliseraient des particules virales, des antigènes, des protéines du virus, en fait, à visée immunogène, c'est-à-dire pour vous faire fabriquer des anticorps. Ok, ça c'est plutôt de la technologie classique, mais c'est long à faire. C'est compliqué et c'est coûteux. Mais il y a un certain nombre de firmes vaccinales qui sont sur ce champ-là. Il y en a d'autres qui font des particules pseudo-virales, c'est-à-dire ils inventent des petits morceaux protéiques de synthèse qui ressemblent un peu au virus. C'est pareil, c'est long, coûteux et incertain. Et puis vous avez une nouvelle technologie qui est celle d'utiliser des acides nucléiques, donc de l'ADN ou de l'ARN. C'est une pirouette intellectuelle qui est plutôt séduisante. Ça correspond à dire ok, plutôt que de vous injecter la particule immunisante protéique, ce qui est compliqué, coûte cher et prend du temps, en fait, je vais vous injecter le message, l'ARN. Et c'est vous qui, dans vos cellules, allez fabriquer les particules virales qui vont devenir immunisantes. C'est très séduisant et ça correspond à une pirouette intellectuelle et d'ingénierie qui est extrêmement habile puisque l'ARN, lui, ne coûte rien à produire et est très facile à faire. Vous pouvez le modifier facilement par bioinformatique. Bon, enfin, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, la difficulté, c'est qu'en fait, vous ne savez pas si vous allez partir sur une synthèse par vos cellules trop importante de particules virales et être malade tout le temps, faire des formes très graves, ou si au contraire, vous allez avoir une forme où vous synthétisez très peu de choses et finalement ça va pas marcher, ou alors si ça va être juste ce qu'il faut et ça va être très bien. De même, vous ne savez pas si l'ARN va s'intégrer dans votre génome. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, notre génome, c'est de l'ADN et l'ARN se rétrotranscrit pas. Sauf si vous avez une rétrotranscriptase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet de transformer l'ARN en ADN, ou si vous avez une intégrase qui permet de faire rentrer cet ADN dans votre ADN à vous. Alors, il y a des gens qui ont ça. Tous les gens qui sont porteurs du HIV, tous les gens qui sont porteurs du HTLV1. Et puis, il y a d'autres systèmes pour mettre en place des rétrotransposons dans la cellule humaine, c'est-à-dire cette rétrotranscription puis intégration de votre génome, à tel point qu'on a 8% de notre génome actuellement, chez vous et moi, qui est fait de virus, de rétrovirus qui ont été intégrés. Ces rétrovirus ne sont pas exprimés, mais si jamais ils se réexpriment, certains pensent que ça peut être lié par exemple à la schizophrénie, que ça peut être une des causes de la schizophrénie que la réexpression virale à partir de ces virus endogènes. Donc là, on joue à l'apprenti sorcier en fait. On est vraiment dans science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Primum non nocere doit être le principe de fond en fait de toute cette histoire. Vous ne savez rien de ce que ça va donner, soyez prudents. On revient à la phronésis aristotélicienne, la prudence. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le développement, encore une fois, il est trop vite. Et Thomas Madden, qui est le patron de Acuitas Therapeutics, qui est la firme qui fabrique les nanoparticules qui doivent entourer l'ARN pour le stabiliser, des nanoparticules lipidiques, parce qu'en fait, l'ARN, si vous le laissez dans la nature, il se dégrade assez rapidement, et donc il faut le stabiliser. Et donc on le met dans une petite couche de graisse, quoi. Et ce qu'on appelle les nanoparticules lipidiques. Ces nanoparticules lipidiques, Thomas Madden lui-même, qui n'a rien à gagner à ralentir le processus, au contraire, il a plutôt de l'argent, il a dit ça va tellement vite, en fait, ça va beaucoup trop vite qu'on n'a pas eu le temps de faire les tests de stabilité. Ouais.
ça va pas trop, quoi. J'en reviens encore une fois pour finir. Donc ça c'est les effets, la technique, quoi. Ensuite, sur les effets bénéfiques, on a dit finalement vous cherchez à réduire la mortalité ou la transmissivité d'un virus qui est relativement anodin en fait dans la population et où la plupart des conséquences qui ont été observées, sociales et sociologiques et économiques et sanitaires, sont liées à des choix de politique sanitaire. Ils ne sont pas liés au virus lui-même, ni à sa virulence, ni à sa gravité. Donc l'effort doit porter là-dessus, sur la politique sanitaire et le système de santé qui doit être résilient et sur protéger les gens qui sont faibles et qui sont à risque de faire des formes graves. Pas du tout sur le fait d'aller emmerder les Français sur l'ensemble de leur vie, essayer de rentrer dans leur corps, quoi. Donc le bénéfice, il n'est pas du tout clair en population générale. Au niveau individuel, il est nul, évidemment, puisque vous avez des gens sains à qui vous injectez quelque chose pour éventuellement ne pas être malade, alors que bon, ils seraient déjà très peu malades stratégiquement et épidémiologiquement. Et puis surtout, pour le moment, vous avez des punchlines marketing de certaines firmes vaccinales comme Pfizer et BioNTech qui vous ont dit il y a 90% d'efficacité, 92%, 95%. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous n'en savez rien parce que vous n'avez pas de monitorage sur les données. C'est les firmes vaccinales elles-mêmes qui vous fournissent ça. Donc, pour moi, c'est à balayer aux oubliettes. Ça n'a pas d'impact quelconque. C'est comme si moi, je cherchais à vous vendre quelque chose, je vous dirais, ce serait super, quoi. Et, voilà. Donc, c'est vraiment du marketing, en fait, du lavage de cerveau progressif pour vous dire tout va bien, il n'y a pas d'effet secondaire, etc. C'est pas vrai. Pour le moment, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas l'âge des gens qui ont été vaccinés dans les cohortes. Vous ne savez pas leur comorbidité. Ce sont probablement des volontaires sains, donc des gens qui, de toute manière, auraient fait des formes bénignes ou asymptomatiques du SARS-CoV-2. Donc, c'est pareil quand on vous dit que ça diminue le nombre de formes sévères. En fait, la définition de forme sévère n'est pas donnée en fait dans les textes qu'on peut lire sur certains sites, en fait, des sites marketing, des vitrines de l'industrie vaccinale. Donc, pour le moment, méfie, comme on dit à Marseille, méfie, vous ne savez pas si ça fonctionne ou pas. Ensuite, sur les effets secondaires, on en a parlé un petit peu sur ce risque de produire trop de virus, sur le risque de rétrotransposon et d'intégration du génome viral. Mais vous avez les risques habituels de vaccins et les risques sont souvent immunologiques et retardés. Vous savez que le Pandemrix en 2009 pour H1N1 est à l'origine de narcolepsie, de gens qui sont vraiment très très handicapés par ça, c'est-à-dire qu'ils s'endorment tout seuls comme ça. C'est une maladie très très dure en fait, très dure à vivre et avec une incidence de 1 pour 100 000 en France sur ce qu'on a détecté, mais il y a probablement des gens chez qui on l'a pas détecté. Puis il y a des risques de maladies auto-immunes ou choses comme ça. Ça dépend en fait de quel vaccin vous avez, de l'adjuvant qui a été mis avec. Mais finalement, on a du mal à voir les effets secondaires des vaccins. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit souvent, dans les 3 mois, c'est plié. C'est faux. La plupart des effets secondaires importants surviennent bien plus tard. Et vous avez un problème ici, c'est que, comme je vous ai dit que les firmes vaccinales ne payaient pas les effets secondaires des vaccins, qui est-ce qui paye ? L'État. Et donc, l'État, est-ce qu'il a intérêt à essayer de voir s'il y a des effets secondaires ? Non. Et donc, l'État ne finance pas de recherche sur les effets secondaires des vaccins. Et l'industrie non plus. Donc, personne ne finance de recherche réellement sur les effets secondaires des vaccins. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'essai de phase 4, vous n'avez pas d'espèce de pharmacovigilance vaccinale bien réellement faite, et vous avez une bibliométrie, c'est-à-dire en gros la quantité de publications, d'indexation de mots-clés autour des effets secondaires vaccinaux qui est très faible. Et donc, vous avez que quelques équipes très motivées. Souvent, on les taxe d'être partiales, parce que justement, elles sont là parce qu'elles sont motivées pour essayer de comprendre. Et, avec des bouts de chandelle pour faire leur travail. Donc là, on a un vrai problème systémique, encore une fois, de corruption systémique, interstitielle de notre système, qui fait qu'on ne veut pas regarder en face les effets indésirables des vaccins. Et donc, c'est pareil, quand on va vous annoncer dans les 2 mois, est-ce qu'il y a des effets indésirables dans les cohortes sur lesquelles il y a eu des tests, peut-être vous ne pourrez rien en conclure du tout, quoi. Ce ne sera pas du tout suffisant comme façon de regarder. Le rapport sénatorial de H1N1, vraiment lisez-le, met en évidence le fait que Gavi arrive à dire que voilà, finalement c'est le plus cost-effectif des business en santé que celui des vaccins. Pour 1 euro investi, vous en récupérez 46 ou 48, je crois. Donc il n'y a pas de marge plus importante dans le monde pharmaceutique. Il y a une complète opacité.
Donc, je conclurai en disant que la prudence vous invite en fait à refuser ce vaccin, à refuser toute dérive totalitaire qui serait concaténée à l'idée vaccinale elle-même, c'est-à-dire d'un crédit social, d'accès à telle ou telle règle, d'un certificat vaccinal sous la peau, etc. Tout ça devrait vous choquer au plus haut point et vous devriez le refuser au risque de partir vers une dystopie totalitaire, façon Alain Damasio dans la zone du dehors, où il décrit ça en fait, un biopouvoir, enfin pas que un biopouvoir, mais un biopouvoir en panopticon qui chercherait à nous asservir. Donc voilà, faut se serrer les coudes, faut agir, faut écrire, faut parler, il faut expliquer aux gens ce dont je viens de vous parler. Et vous allez voir en fait, le gouvernement et ses acolytes médicaux et pharmaceutiques, donc le pouvoir politique, économique et médical et technique, technocratique qui est derrière, reculera. Parce que en fait, on ne peut que reculer devant le bon sens et la paix. Donc tenez le rapport de force, refusez cette vaccination. Merci à tous, bonne journée. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, ne croyez pas à l'interprétation algorithmique du big data et remettez-vous en lien avec le réel, avec les autres, avec la nature. Prenez soin de vous d'abord, prenez soin des gens autour de vous, prenez soin du monde autour de nous et prenez soin aussi des gens que vous aimez, mais des gens que vous aimez pas, surtout peut-être de ceux-là, avec beaucoup d'empathie et beaucoup de douceur. Essayez de vous réconcilier en fait pour pouvoir les entendre dans leurs peurs, leurs difficultés et que eux puissent vous entendre dans vos convictions et votre courage. Et puis partager les récoltes, partager les fruits de tout ce qu'on est en train de se dire, de tout ce qui est en train de s'échanger entre nous, du lien, parce que ça donne envie, en fait, plutôt que de lutter contre, donner envie aux autres. Bonne journée.